Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce journal du mardi 11 octobre, Emmanuel Macron en visite au Mans. L'ancien ministre de l'économie sera en meeting ce soir. Il y présente son diagnostic sur la rénovation de la vie politique. La semaine du goût au collège Anjou de Sablé-sur-Sarthe. Au menu à la cantine, un repas gastronomique. Et les feuilles et les fleurs du jardin se mangent aussi. Dégustation au Jardin des plantes du Mans. Et mes invités, ce sont Hélène Legrand et Anita Verdier. Vous travaillez toutes les deux à la clinique du Tertre Rouge. Nous parlerons avec vous d'allaitement. Emmanuel Macron, ancien ministre de l'économie, est en meeting ce mardi au Mans. Après Strasbourg, il a choisi la ville de Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement, et Jean-Claude Boulard, figure de Parti socialiste, pour présenter son diagnostic sur la rénovation politique. Son mouvement intitulé En Marche n'est pas un parti politique, mais ressemble fortement à un outil pour devenir le candidat élu aux primaires de la gauche. Décryptage avec Laure Girard lors d'une visite d'entreprise à la ruche numérique au Mans cet après-midi. Son mouvement, En Marche, Emmanuel Macron le lance en avril 2016, 4 mois avant de démissionner de ses fonctions de ministre de l'économie. Aujourd'hui, au Mans, lui et son entourage montrent que non, il n'a pas déserté. Je suis aujourd'hui au Mans avec Jean-Claude Boulard qui m'accueille avec beaucoup d'amitié et je l'en remercie, et qui est aussi la ville de Stéphane Le Foll, notre ministre de l'Agriculture, pour qui j'ai aussi beaucoup d'amitié et de respect. L'heure est au consensus et au diagnostic, réalisé par l'intermédiaire de questionnaires auprès des Français. Pour l'instant, aucune proposition politique. Pour Emmanuel Macron, il est urgent d'attendre novembre ou décembre prochain pour élaborer des solutions aux problèmes. Sur beaucoup des sujets qui font en particulier notre quotidien, le logement, le travail, la mobilité, la santé, l'éducation, nous concentrons les débats autour de propositions qui bien souvent arrivent dans le débat public, d'abord sans écouter quels sont les besoins de nos concitoyens. Beaucoup des propositions qui font le débat public, on ne les prend pas, on les prend parce qu'elles occupent le champ politique. Est-ce que c'est ce que demandent les entrepreneurs, les familles, nos citoyens? Bien souvent, on ne le sait pas. Bon. Et ensuite, parce que sur beaucoup de ces sujets, c'est au fond notre organisation elle-même qui est datée, qui ne fonctionne plus. Avant son grand meeting, séance de visite d'entreprise, toutes jeunes et innovantes qui correspondent à la France du choix, mise en avant par Emmanuel Macron dans ses discours. Ici, à la ruche numérique, une pépinière de start-up labellisée French Tech par Emmanuel Macron en juillet dernier, alors qu'il était ministre de l'économie. À son arrivée, une nuée de journalistes et quelques soutiens. Parmi eux, la déléguée départementale de son mouvement, Marlène Schiappa, élue du Mans. Vous souhaitez qu'il se présente ? À titre personnel, oui. Après, c'est un avis général et à un instant T. Pour l'instant, il n'est pas candidat. Emmanuel Macron se laisse là encore le temps de la réflexion. Pas question d'annonce de candidature aux primaires de la gauche. En tout cas, pas avant janvier 2017. Et une visite, on l'a vu, véritablement prise d'assaut par les médias. Et on annonce une autre venue, celle de François Fillon, candidat à la primaire de la droite et du centre. Il sera le 22 octobre à la librairie Tuard pour y dédicacer son ouvrage « Vaincre le totalitarisme islamique ». Une cinquantaine de policiers se sont rassemblés ce midi devant le commissariat du Mans à l'appel des syndicats Alliance, SCSI et Alternative Police. Et ils ont exprimé leur soutien aux 4 policiers agressés samedi dernier à Viry-Châtillon dans l'Essonne. 2 de ces agents sont toujours grièvement blessés. Les forces de l'ordre du Mans ont assuré le service minimum. Seuls les appels d'urgence sont traités. Les policiers ont également fait part de revendications. Ils demandent plus de moyens matériels et la révision de la loi sur la légitime défense. On écoute Jean-Benoît Gélineau, secrétaire départemental du syndicat Alliance, au micro de Mathias Hubert. On demande ni plus ni moins qu'on nous écoute. On sait ce qu'il faut faire, on a l'envie de le faire, mais on n'en a pas les moyens, que ce soit législatif ou matériel. On n'a pas tout ça. Alors évidemment, on peut être plein de bonne volonté, plein de motivation, mais on ne peut pas y arriver sans qu'on nous donne réellement les moyens de faire notre travail correctement. Un dossier sur lequel Emmanuel Macron a réagi cet après-midi. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Laure Girard. Oui. Nous avons besoin d'un État régalien plus fort. Oui, nous avons besoin, dans les priorités qui sont aujourd'hui les nôtres et qui seront demain les nôtres, de concentrer nos moyens, notre organisation, pour que celles et ceux qui sont au contact de la violence au quotidien, qui sont au contact des incivilités, aient non seulement les moyens d'agir, mais d'agir en sécurité pour eux-mêmes.
Et un peu de douceur maintenant dans ce monde de brut, puisque nous allons parler de l'allaitement avec nos 2 invités. Et nous accueillons Hélène Legrand, vous êtes cadre sage-femme à la clinique du Tertre Rouge, bonsoir. Oui, bonsoir. Et Anita Verdier, référente service néonatologie clinique du Tertre Rouge également, bonsoir. Alors c'est la semaine mondiale de l'allaitement maternel et vous organisez une journée complète d'informations sur ce thème, pour quelle raison ? Parce qu'il est important de sensibiliser nos patientes au fait que l'allaitement maternel est intéressant pour leur enfant, que l'allaitement maternel est meilleur pour leur enfant. L'OMS recommande, l'Organisme mondial de la santé recommande un allaitement maternel jusque les 6 mois de l'enfant, un allaitement maternel exclusif. Et puis il y a trop peu d'allaitement maternel en France. On a un taux de 66% par rapport à d'autres pays d'Europe où on est ils ont des taux beaucoup plus élevés. Donc il faut vraiment favoriser cet allaitement. En quoi c'est meilleur pour les enfants ? C'est quoi ? Il y a plus de vitamines dans le lait Il y a des anticorps que l'enfant ingère et donc il développe ses défenses immunitaires plus facilement. Du coup, il a moins de pathologies dans les premiers mois de sa vie. Et puis, c'est économique en fait parce que tout est à disposition. Ça favorise le lien mère-enfant aussi. On a une proximité, on a un lait qui ne pollue pas, qui est toujours prêt à consommer en fait directement du producteur au consommateur. Et puis ce lien est vraiment meilleur. Donc il faut promouvoir finalement l'allaitement maternel à tout prix, ou il y a quand même des cas dans lesquels finalement c'est pas préconisé ? C'est pas une obligation, il faut que ce soit bien vécu par la maman. Il faut que ce soit un choix de sa part. Vaut mieux donner un biberon si on est plus à l'aise que d'allaiter. Il faut vraiment le sentir pour allaiter. Et il y a des cas peut-être médicaux aussi dans lesquels finalement on dit à la maman non, il ne faut pas que vous allaitiez Non, c'est vraiment exceptionnel en fait. Vraiment des cas exceptionnels. Toutes les femmes sont faites pour allaiter. Qu'on ait une forte poitrine, une petite poitrine, toutes les femmes peuvent allaiter. Il faut juste qu'elles aient conscience de leur capacité d'allaiter, qu'elles aient confiance en elles. Et c'est pour ça qu'il faut qu'elles s'aident des professionnels de santé qui sont là pour les préparer à allaiter et puis pour les encourager et les aider sur les petites difficultés qu'il peut y avoir liées au démarrage de l'allaitement. À l'heure actuelle, la tendance, c'est plutôt quoi ? C'est plutôt l'allaitement ou c'est plutôt le biberon ? Alors, à la clinique du Tertre, on est autour de 50% d'allaitement maternel, donc c'est mitigé. En France, on est autour de 66% d'allaitement maternel. Donc, la tendance est un peu en train de s'inverser. L'allaitement maternel remonte un petit peu, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et pour quelles raisons, finalement, les femmes choisissent de ne pas allaiter ? C'est culturel, très certainement. C'est les mamans, les grands-mères, les amis autour. C'est le symbole, finalement, on a gagné notre indépendance C'est peut-être ça, alors que les femmes belges et les femmes suisses ont la même manière de fonctionner que nous. Elles sont aussi indépendantes que nous, mais elles choisissent beaucoup plus d'allaiter. Donc je pense que c'est vraiment culturel. Et des disparités en fonction des régions aussi. Ouais. Et est-ce que l'allaitement, finalement, ça n'exclut pas un petit peu le papa ? Non. On met tout en œuvre pour inclure le papa dans les soins auprès de son enfant, en le faisant participer au bain, au change. Il aura toujours l'occasion de s'en occuper, même du pot à pot. En néonat, on fait du pot à pot avec le papa. Mais le papa, il ne se lève pas la nuit quand le bébé il pleure. Il peut aller le chercher pour l'apporter à sa maman. Pardon. Ouais. Et alors, donc, vous allez organiser des ateliers. Parlez-nous un petit peu du programme. Qu'est-ce qu'on va faire pendant cette journée ? On va allaiter Donc, sur toute la semaine, on propose une exposition sur le thème de l'allaitement maternel et le développement durable, puisque c'est le thème de cette semaine mondiale de l'allaitement. Et mardi prochain, mardi 18 octobre, on propose une après-midi d'ateliers où il y aura des ateliers autour de l'allaitement maternel, donc ateliers sur le sommeil, sur la prématurité, sur la césarienne et sur l'alimentation de la femme allaitante. C'est destiné que aux femmes qui sont en train d'allaiter cette journée ? Pas forcément, aux femmes indécises aussi, ou bien aux femmes enceintes, toutes celles qui peuvent envie de venir sont les bienvenues. On a l'impression qu'il y a une espèce de mouvement comme ça, il faut allaiter son enfant. Est-ce que finalement, si on le fait pas, on est une mauvaise mère ? On a cette impression un petit peu parce que du coup on est moins proche de son enfant Absolument pas, on n'est pas une mauvaise maman et on n'est pas du tout là pour juger nos patientes. C'est vraiment une décision personnelle. Ouais. Après, c'est quand même prouvé que l'allaitement maternel est meilleur pour les enfants que le lait artificiel. Même si les laits artificiels sont très très bons, ils ne viendront jamais au niveau du lait maternel en tout cas. D'accord. Donc c'est par rapport à ça, par rapport aux bienfaits pour l'enfant. On a des enfants qui sont quand même moins malades, moins hospitalisés aussi dans la petite enfance, quand il y a eu un allaitement. Un dernier mot sur le programme de cette journée. À quelle heure est-ce qu'il faut venir
À partir de 14h De 14h jusqu'à 18h. 18h, oui. C'est en accès libre. Très bien, merci beaucoup. Et puis une transition qui m'est difficile, puisqu'après la tétée, nous allons parler de la semaine du goût. Elle se déroule du 10 au 16 octobre et à cette occasion, des chefs cuisiniers ont investi les cuisines du collège Anjou à Salé-sur-Sarthe. De quoi étonner les papilles des collégiens, croquants de cendres au beurre de framboise, sautés de porc au miel ou encore émincés de bœuf sartois mariné. De quoi changer du quotidien, le reportage de Mathias Hubert. Voilà une bien belle brochette de chefs, réunis autour des fourneaux de la cantine flambant neuve du collège d'Anjou. Leur mission du jour, élargir les horizons gustatifs des collégiens. Et ce qui motive ces professionnels, c'est de transmettre leur passion, leur savoir, mais également de faire passer quelques messages. Le porc vient de la région, c'est du porc sartois. Le bœuf, c'est du rouge des Prés. C'est une race qui est produite vraiment aux alentours. Les produits laitiers, tout vient d'un producteur juste à côté. C'est ça qui est intéressant. Voilà, aussi pour les enfants, c'est bien. Ça leur permet de savoir qu'à quelques kilomètres de l'école, il y a quelqu'un qui fait du fromage. C'est important, c'est toute une éducation. Voilà. Au menu donc pour les élèves, sauté de porc au miel, émincé de bœuf sartois mariné ou encore croquant de cendres au beurre de framboise. Des alliances inattendues qui ne laissent pas indifférent. La sauce c'est de la framboise mais en fait j'aime pas trop. C'est bizarre. Mais sinon le reste il est bon. C'était pas la première fois que je mangeais du cendre parce que moi je fais club de pêche, ça, mais j'avais jamais mangé avec un coulis de framboise, j'ai adoré ça. Après toutes ces découvertes, il est temps de passer au dessert. Pour clôturer ce repas 100% local, les chefs ont concocté un clafoutis à la pomme et à la poire. Sartoise, évidemment. Et c'est très difficile de regarder ces images alors que j'ai oublié de manger à midi. Enfin voilà, je le dis, je trouvais important de le dire. Et découvrons maintenant un endroit dans lequel on peut aussi se régaler. Je vais encore passer un mauvais moment. Le jardin des plantes. Et oui Maxime, vous auriez pu aller manger au jardin des plantes. Cela peut paraître incongru, mais on trouve là-bas une 50aine d'espèces de plantes comestibles. Une visite hors du commun permettait de découvrir et d'oser les goûter. Petite promenade qui n'a plus rien de digestive avec Michael Texier. Ni croquant, ni craquant, mais... Donc c'est un petit peu mucilagineux. C'est quoi le terme que vous venez d'employer? Mucilagineux. On n'emploie pas tous les jours ce terme. Non, mais ça vient de mucus, ce côté un peu liquide, un peu visqueux. Quel goût ça, hein? Légère citronnelle, mais moins fort. C'est bon? C'est pas bon? Oui, c'est bon, c'est un peu gras en bouche. Mucilagineux, donc. Et c'est l'une des nombreuses découvertes culinaires de cette sortie nature hors des sentiers battus. Donc là, on arrive sur un arbre assez connu, le Ginkgo biloba. On a une amande très bonne et je vois, moi qui habite le Grand Lucé, il y a des Coréens qui viennent, parce qu'il y a un sujet femelle, qui viennent ramasser les fruits. Les milliers de manceaux qui fréquentent ce jardin au cœur de la ville ignorent le potentiel gustatif de ces plantes et arbres. Même les jardiniers qui travaillent dans ce jardin-là, quand je leur ai dit, ici j'en ai trouvé plus de 40, donc presque 50 et quelques, qui sont comestibles, en dehors des autres usages qu'on peut avoir, hein, de médicinal entre autres, eh bien ils étaient eux-mêmes déjà étonnés. J'ai voulu quand même vous citer le fuchsia, qui peut avoir une forme arborescente, hein, donc pérenne, et dont les fruits et les fleurs sont comestibles. Ah oui, c'est très étonnant, on n'y pense jamais. C'est une découverte. Une sortie qui invite à questionner notre rapport aux plantes. Une sortie qui invite à la curiosité aussi. Il y a des variabilités même dans une espèce. Et moi j'invite toujours à demander si on sait que c'est pas poison, il faut goûter. Oui, j'encourage à tout goûter. Alors évidemment, ici dans un jardin botanique, on me tend la perche en me disant que j'encourage à venir ponctionner et cueillir dans le jardin des plantes. Bien sûr, il faut respecter les lieux. Pour suivre l'actualité des prochaines visites, rendez-vous sur le site de l'association Escamp. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant pour la météo et puis pour le Face à la Rédac. À tout de suite.